Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Ouais, j'ai découvert un coin au Pont Nomba. On achète le poisson? Non, on déguste un excellent bouillon local et tout ça. Et puis là-bas, on respecte les mesures barrières et tout ça. C'est bon. C'est propre. C'est propre, c'est très bon. J'ai adoré le coin. D'accord, merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On parlera de quoi pour l'actualité internationale? On va parler du Covid-19 et des tensions vives qui ressurgissent dans certains pays, des tensions sociales, hein, et qui vont même jusqu'à de la violence. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, qu'aux Pays-Bas, pour la première fois, le gouvernement de Mark Rutte a décidé de confiner le pays jusqu'au 9 février prochain. Donc l'entrée en vigueur va rentrer aujourd'hui. L'entrée en vigueur commence aujourd'hui. Et donc, évidemment, pour ce pays-là, c'est assez intéressant parce que c'est un pays qui est, en Europe, viscéralement attaché à la liberté de mouvement, à la liberté de parole, où vraiment la liberté est une notion qui est vraiment ancrée dans l'esprit des gens. Et donc, jusqu'à présent, les Pays-Bas, bon, il faut aussi savoir que quand on regarde les chiffres en matière de contamination en Europe, notamment l'année dernière, au mois d'avril-mai, alors qu'au Royaume-Uni, en Espagne, en France, en Italie, les chiffres étaient particulièrement... les chiffres concernant la contamination étaient vraiment exponentiels. Aux Pays-Bas, là-bas, on arrivait quand même à gérer les choses. Le pic de la contamination n'était pas atteint. On était, si tu veux, la capacité d'accueil des hôpitaux était loin d'être saturée. Mais il y avait évidemment le Covid là. Et puis, il y a eu la seconde vague. Et là, véritablement, les choses sont plus graves qu'avant, surtout avec l'arrivée du nouveau variant anglais qui est plus contagieux. Et on l'a découvert aussi selon l'université d'Oxford, et cela a été repris par le Premier ministre britannique. Ce variant anglais semble également plus mortel. Et donc, au vu de la montée maintenant de cette montée-là des contaminations, cette fois-ci au-delà de ce qu'ils avaient vécu l'année dernière, et donc dans l'attente des premiers vaccins et dans l'attente de lancer ces grandes campagnes-là qui vont permettre d'obtenir une certaine immunité collective, le gouvernement néerlandais a décidé de ne pas prendre de risques et a décidé en mettant en place un couvre-feu et évidemment un certain nombre d'autres mesures. Mais parmi toutes ces mesures-là, celle qui véritablement ne passe pas chez les Néerlandais, c'est le couvre-feu qui est entre 21h et 4h30 du matin. Alors donc, tout le week-end dernier, notamment dans les grandes villes du pays, notamment à Amsterdam et à Eindhoven, il y a eu des manifestations. Ces manifestations-là, étaient contre l'idée de devoir être en restriction, hein, parce qu'il faut aussi savoir que sur le plan économique, les Pays-Bas s'en sortaient plus ou moins bien parce que du fait que les mesures barrières telles que le port du masque obligatoire, la fermeture des bars, des restaurants, etc. n'étaient pas appliquées là-bas. Et donc, on assistait à une espèce de tourisme du Covid, si on peut parler ainsi. C'est-à-dire que les ressortissants qui étaient issus européens, qui étaient issus des pays où il y avait ces mesures de restriction-là, allaient aux Pays-Bas justement pour pouvoir jouir encore de cette relative liberté-là. Et donc, les Pays-Bas tiraient en quelque sorte profit de cette situation. Est-ce que c'est cette situation qui s'est retournée aussi un peu contre elle? Parce qu'on a assisté à une augmentation des contaminations et on a assisté également à l'arrivée de ce nouveau variant-là anglais sur le sol néerlandais. On n'en sait rien véritablement, mais il est clair qu'il est possible, il n'est pas impossible que cela ait un lien. Et donc, les autorités, au regard aussi de la situation concernant les vaccins, il ne faut pas l'oublier, la plupart des grandes firmes pharmaceutiques, notamment Moderna et Pfizer, qui avaient dit qu'ils avaient reçu un certain nombre de précommandes pour le premier trimestre 2021, qui avaient dit qu'ils devaient livrer ces doses-là aux pays concernés, aux pays européens, ils ont revu leurs chiffres à la baisse. Par exemple, pour ce qui concerne la France, le laboratoire Pfizer avait promis livrer 80 millions de doses à la France au cours du premier trimestre 2021. Ils ont revu les chiffres à la baisse et ce ne sera que 31 millions de doses qui seront fournies. La même chose pour le Royaume-Uni, où on avait prévu environ 90 millions de doses, rien que pour ce premier trimestre 2021, ça a été revu des 2/3. Et donc, le Royaume-Uni a, dans cette situation-là, accéléré non seulement
l'autorisation de mise sur le marché du vaccin de Moderna, mais aussi celui d'AstraZeneca. AstraZeneca, il faut savoir que c'est un laboratoire pharmaceutique anglo-suédois qui, en collaboration avec l'université d'Oxford, ont eux aussi mis en place un vaccin. Et donc, ce vaccin est en cours d'autorisation mise sur le marché. Il va certainement accélérer, il va y avoir une accélération de la procédure pour pouvoir avoir un troisième vaccin aussi sur le marché rapidement dans l'objectif de vacciner un maximum de personnes et arriver à l'immunité collective. Même si c'est l'objectif affiché, mais au regard aussi de la situation actuelle, quand on fait des projections, notamment en ce qui concerne l'arrivée des nouveaux variants là, de nouvelles interrogations se posent, même si évidemment on n'a pas de certitude quant à la réponse, des nouvelles interrogations concernant l'efficacité du vaccin contre ces nouveaux variants, la durée de la protection que ce variant-là va apporter. Et puis, il y a une troisième question, faute de vaccins disponibles. Est-ce qu'il faut absolument refaire la deuxième dose parce que le vaccin de Moderna et de Pfizer, pour avoir une protection totale, il faut se faire injecter 2 doses. La première, dans l'accord, il a été dit qu'au bout de 12 jours, on devait injecter la seconde dose. Malheureusement, faute de vaccin, on est passé à 15 jours. Et la semaine dernière, Pfizer, encourageant cela, par exemple, pour le cas de la France, par le conseil scientifique, est en train de réfléchir sur la possibilité d'injecter le second vaccin non plus en 15 jours, mais voire 21 jours après la première dose. Donc là, évidemment, c'est pour répondre à cette nécessité de pénurie de vaccins parce que les vaccins ne sont pas disponibles en Europe. Pourquoi ? C'est un peu aussi de leur faute. Parce que alors que les États-Unis, dès le moment où Pfizer et Moderna avaient dit qu'ils avaient un vaccin sur la table, qu'avait fait l'administration Trump ? Elle avait déposé sur la table 10 milliards de dollars. Et donc, en matière de production de vaccins, pour ce qui concerne Moderna et Pfizer, les États-Unis sont les prioritaires sur, évidemment, les destinataires de ces vaccins-là. Et là, l'Europe qui a voulu en quelque sorte mutualiser l'achat des vaccins pour pouvoir jouer sur le prix d'achat, elle, étant donné aussi le retard que cela a pris, notamment en termes de propositions et de négociations avec les laboratoires pharmaceutiques, elle se retrouve avec de faibles quantités de vaccins. Et c'est tout ça qui a évidemment son effet également aux Pays-Bas, avec le fait que, ils n'avaient pas confiné comme il se doit l'année dernière. Deuxièmement, on voit une montée exponentielle des contaminations. Et troisièmement, il n'y a pas suffisamment de vaccins disponibles. Et donc, le gouvernement s'est résolu à son corps défendant de, évidemment, procéder à ces mesures-là extrêmement strictes, parce qu'il faut savoir que les Pays-Bas n'ont plus jamais connu de couvre-feu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc c'était il y a 76 ans. Donc c'est quelque chose, il y a des générations entières qui n'ont jamais connu le couvre-feu, et ce sont ces générations-là qui sont en avant, justement en termes de manifestations. Il faut savoir qu'une trentaine de personnes ont été interpellées, notamment à Amsterdam et à Eindhoven, mais ces manifestations-là ne seront pas les dernières en Europe. Il ne faut pas oublier qu'au mois de novembre dernier, lorsque la France avait décidé d'un reconfinement le 1er décembre, il y avait eu des manifestations, notamment à Paris, à Toulouse, à Nantes, à Bordeaux et à Marseille. Il ne faut pas aussi oublier qu'en Italie, en Espagne, il y avait eu aussi des manifestations contre les mesures gouvernementales liées à la Covid-19. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, là, ils étaient dans un deuxième confinement, et ce deuxième confinement-là aggravait la situation de tout un pan, pas tout un pan, des pans entiers du secteur économique, avec des conséquences désastreuses sur le plan social. Et ils ne sont toujours pas sortis de l'auberge, puisque au Royaume-Uni, on est dans un troisième confinement. Emmanuel Macron, pour ce qui concerne la France, a dit que évidemment un troisième confinement serait imminent. Il est même déjà disons réel, puisque les restaurants restent particulièrement fermés, les activités dites non essentielles sont fermées. Ils sont en train de discuter sur la fermeture d'écoles, parce qu'on a découvert que, notamment en Haute-Savoie, il y avait une vingtaine de touristes britanniques qui sont arrivés présentant des tests PCR négatifs, mais une fois qu'ils ont été testés sur place, on a découvert qu'ils étaient positifs. Il y a aussi au sud de la France, dans une école où on a découvert évidemment que certains enfants étaient porteurs du virus, et il y a de fortes probabilités aussi que parmi eux, il y ait un variant anglais. Donc tout ça
va amener, et il y a déjà des associations de parents d'élèves qui menacent de saisir le Conseil d'État si le gouvernement ne ferme pas ces écoles-là, ces écoles où on a évidemment détecté la présence d'enfants testés positifs. Donc, il y a aussi en France cette menace d'un troisième confinement. Mais derrière, évidemment, les enjeux sociaux et économiques sont tels que Emmanuel Macron veut absolument essayer d'accélérer la vaccination pour retarder, voire empêcher qu'il y ait un reconfinement, parce qu'il sait que la France perd énormément, comme la plupart des pays européens. La France, qui est d'abord un pays touristique, c'est la première destination touristique au monde. En 2019, il y avait eu 91 millions de touristes qui étaient arrivés en France. En 2020, cela a été divisé par 3. Et donc, qui dit tourisme dit l'hôtellerie, la restauration, dit le transport, dit les achats, les courses. Donc, c'est tout un pan, ce sont des pans entiers de l'économie en France qui sont aujourd'hui menacés. Et c'est exactement la même chose qui guette la plupart des pays en Espagne. Et d'autant plus que cela, dans le conscient des populations, enfin de l'opinion publique, est aggravé, d'autant plus que dans le conscient collectif, on a l'impression que ce n'est pas tout le monde qui perd dans le Covid-là. Les plus grosses fortunes mondiales ont gagné de l'argent durant cette pandémie et continuent d'en gagner. Il y a le dernier rapport d'Oxfam qui est sorti, une ONG internationale, qui a sorti son rapport sur la pauvreté, et ils disent que depuis le début de la pandémie Covid-19, les plus grosses fortunes ont vu soit leur richesse stabilisée, soit augmenter. Et donc, on le voit ici aujourd'hui. Par exemple, Jeff Bezos, durant la première vague de confinement aux États-Unis, il a battu le record de la plus forte hausse de sa richesse en une seule journée. Il avait gagné 13 milliards de dollars. C'était au courant du mois d'avril, en une journée. Donc, tout ça, évidemment, vient alimenter une certaine idée de la part de certains idéologues anti-Covid qui disent que tout ça, évidemment, n'est que orchestré par les gouvernements avec le soutien des entreprises pharmaceutiques, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et avec le soutien de certains grands acteurs économiques mondiaux pour essayer de avilir au maximum et appauvrir le monde entier pour asseoir un peu plus leur domination. Bon, évidemment, ce genre de spéculation n'engage que les personnes qui y croient, mais pour ma part, je crois que la difficulté en réalité pour les gouvernements aujourd'hui, c'est de devoir essayer de tenir en même temps compte de deux réalités. Une première réalité, c'est l'obligation d'offrir à ces populations une protection face à une menace sanitaire qui est réelle, à savoir le Covid-19, et de l'autre côté aussi une obligation de devoir maintenir l'appareil économique viable et fonctionnel au risque d'avoir des conséquences sociales qui soient désastreuses et qui pourraient même entraîner des renversements de gouvernement, voire même pire. Donc c'est malheureusement ce à quoi les gouvernements sont confrontés aujourd'hui, et l'une de ces manifestations malheureusement touche même des pays qui juste là étaient considérés comme extrêmement stables. Comme je le disais, aux Pays-Bas, on ne pouvait pas imaginer que les gens devaient se révolter de la sorte, parce que quand j'ai vu les images, les manifestations étaient extrêmement violentes. On a assisté à des destructions, à des pillages de magasins, on a brûlé des véhicules, on a brûlé des bennes à ordures. Il faut savoir que pour la première fois, même le maire de Eindhoven a demandé à ses habitants d'éviter au maximum de passer par la gare centrale de la ville, parce que c'est là où était évidemment l'épicentre des manifestations dans cette ville-là. Donc, évidemment, rien ne dit aussi qu'on regarde la situation actuelle, que des manifestations ne reprennent pas dans d'autres villes européennes, à savoir l'Espagne et l'Italie, qui sont, avec le Royaume-Uni, qui sont parmi les plus touchés en Europe. Merci Jean-Paul qui revenait sur la situation du Covid en Europe ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Fresh Morning.